منير دقيقة برك خويا الآخر راح نديرو يبارطاجي في اليوتيوب ونطلع بشوي. منير تفضل. وش تفضل. حبس ما داز ما يشوفي والو بصح. روح برك هضر دوك يقال. نعطيها الكلمة يسمى. السلام عليكم ورحمة الله. Donc, je vais inviter le professeur Yamna Djellouli pour sa présentation sur le recyclage, une solution, pas une finalité. Elle est de l'université Le Mans, professeure émérite, donc France. Elle vient de France. Merci Mounir. De rien. Merci. Je vais partager mon écran. Je vais essayer de partager mon écran. Oui. Activer le partage d'écran par les participants. Ok. J'arrive pas. Pourtant, oh là là, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à partager mon écran, Mounir. Pourtant, il me dit l'animateur a désactivé le partage d'écran. Je ne l'ai pas désactivé, moi. Tu travailles avec quel logiciel? OBS ou quoi? Ben non. Ben, je ne sais pas. Bon, mais j'ai un souci, mais je vais le dire comme ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Tant pis. Hein. Donc voilà. Alors, moi, je voulais parler de la mise en place du déchet et du recyclage à Le Mans Université. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 10 sur 10. Okay. Donc, je vais partager avec vous l'expérience, comme je l'ai dit ce matin, une expérience donc au niveau de notre université qui permet de montrer comment on peut éventuellement mettre en place le tri et le recyclage avant qu'ils ne partent pour le traitement. Alors, pourquoi on a fait ça? Tout simplement, c'est dans le cadre de la labellisation des universités en France et partout au niveau national. Donc, il y a pour chaque université un chargé de mission développement durable et responsabilité sociétale. Et donc, dans ce cadre-là, moi, j'ai assuré cette responsabilité pendant une dizaine d'années. Nous avons au niveau national, pour chaque université, un chef, ce qu'on appelle un chargé de mission. Et donc, nous avons mené un certain nombre d'actions, parce que je vais parler d'un sujet très concret. Donc, on a mené un certain nombre d'actions qui étaient mises en place dans le cadre du plan vert, ce qu'on appelait le plan vert. Vous pouvez aller sur Internet, vous saurez ce que c'est le plan vert. Alors, cette mise en place a été faite, bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les débats, nous avons régulièrement une promotion d'une vingtaine d'étudiants qui sont spécialisés dans le cadre donc du master gestion des déchets et économie circulaire. Donc en 2018, on les a un petit peu tutorés de façon à pouvoir réaliser à la fois le tri sélectif au niveau de notre faculté, avec la collaboration de Le Mans Métropole, qui est l'équivalent de l'APC de Sétif, hein, donc Le Mans Métropole, mais également avec le CROUS, donc puisque nous avons une cité universitaire au niveau de l'université, on a une cité universitaire et donc évidemment les étudiants gèrent aussi des déchets régulièrement, et puis chacun des acteurs, les enseignants-chercheurs,
les étudiants, le personnel, et on a fait tout ce travail dans le cadre de la démarche développement durable et responsabilité sociétale. Alors évidemment, la capacité de Le Mans Université, on a des atouts. Comme je viens de vous le dire, nous avons un Master 2 déchets et économie circulaire depuis 3 décennies environ. On a la présence d'une déchetterie au sein de l'université, je vais vous expliquer tout à l'heure si vous le souhaitez. On a une infrastructure existante, mais une volonté mitigée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que pour l'université de Sétif, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des soucis, mais il faut qu'il y ait cette volonté pour mettre en place un certain nombre d'actions en vue de la gestion des déchets. Donc, pour notre territoire, on a pour l'université une production de déchets de 400 tonnes. Retenez bien ce chiffre. Sur les 400 tonnes, 300 tonnes sont enlevées par Le Mans Métropole et qui vont directement à l'incinérateur. C'est un incinérateur qui fait aussi de la valorisation de chaleur, donc une valorisation thermique. Et cette valorisation thermique permet de chauffer la cantine de la ville d'Alonne qui jouxte Le Mans, mais également la mairie. Donc elle chauffe la mairie, elle chauffe 500 habitants environ. Donc vous voyez, on fait de la valorisation thermique à partir des déchets. Et puis il reste 100 tonnes qui sont recyclées via les filières de l'association Écotri. Alors Écotri est une association dont le responsable est un de nos anciens étudiants. Écotri, comme son nom le dit, c'est une association qui s'intéresse au tri et elle prend au niveau de l'université 20 tonnes de papier carton. Et le centre de tri de la DATI, donc c'est la responsabilité au niveau de l'université, qui va gérer 80 tonnes de déchets verts qui sont transformés par la suite en compost, de la ferraille, des encombrants, des déchets d'équipements électriques et électroniques et des déchets spécifiques. Et pour cela, l'université a des conventions avec plusieurs filières qui viennent directement prendre les déchets au niveau de notre université. Alors, l'expérience a été mise en place avec Le Mans Métropole. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut à chaque fois avoir il faudrait avoir justement une collaboration avec la ville, avec donc l'APC chez vous ou Le Mans Métropole chez nous. Et on a tenté ce qu'on appelle l'expérience de l'étude de zéro déchet. Alors, zéro déchet, donc rappelez-vous qu'on avait 300 tonnes qui allaient directement à l'incinérateur et on a essayé de voir comment valoriser ces 300 tonnes. Donc, bien entendu, au lieu d'avoir une seule filière pour les OMR avec un sac noir et une seule sortie de conteneurs, eh bien, aujourd'hui, par exemple, on a mis en place 2 filières. La poubelle noire qui existait avant et les poubelles jaunes qui sont de nouveaux conteneurs pour tous les déchets qui sont recyclés ou recyclables. Donc, on fait d'abord le tri, bien entendu, le tri, et pour cela, on a fait une petite formation à l'ensemble de ceux qui souhaitaient avoir la formation pour leur montrer comment on peut recycler et quelles sont les choses qui sont recyclables. Donc, il y a les bouteilles en plastique, les bouchons, les canettes en aluminium, les papiers propres, les cartons propres, les gobelets plastiques, les films plastiques, les barquettes, les pots de yaourt, les briques, etc. Et donc, on a tout cela, ils peuvent être valorisés. Et le reste, eh bien, il ira directement dans la poubelle noire, c'est-à-dire les restes alimentaires, les papiers souillés, les cartons souillés, les barquettes avec des cartons souillés, les mouchoirs en papier, les stylos, les couverts en plastique qui ne sont pas valorisables. Et donc, tous ces emballages peuvent se trier à l'origine. Et donc, à partir du moment où on les trie, eh bien, on va avoir une filière pour chacun de ces déchets. Alors, on a mis une carte de l'université
en indiquant exactement les endroits où il y a des conteneurs, à la fois pour les déchets de tous les jours, les OMR, et les conteneurs pour tout ce qui est recyclable. Et enfin, même charge qu'avant, mais de sacs différents, comme je viens de le dire, la gestion de ces sacs poubelles en fonction de la destination des déchets. Par exemple, au niveau de notre territoire, on a les déchets, par exemple, une entreprise qui vient prendre les déchets, tout ce qui est plastique, carton, etc. Mais également une autre entreprise qui vient pour prendre tous les déchets métalliques et tout ce qui s'ensuit. Les déchets de la cafétéria des facultés et du CROUS sont gérés de la même manière. Et les conteneurs pour le recyclable seront placés à côté des 2 conteneurs existants déjà pour les ordures ménagères. Et donc, ceci a été fait dans le cadre, comme je vous l'ai dit, avec une petite équipe, une petite cellule qu'on appelle la cellule développement durable. Donc, vous voyez que finalement, à travers cet exemple, pour vous montrer que premièrement, pour gérer l'ensemble des déchets au niveau de notre territoire d'une part, mais également des déchets recyclables. Ceci permet de trier d'abord et de voir quels sont les déchets qui sont recyclables et de les mettre aux endroits adéquats. Alors, pour ce faire, bien sûr, nous, comme on a des étudiants, chaque année, on met un étudiant sur un sujet. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on a avancé au fur et à mesure. Donc, pour conclure, je ne vais pas être très longue, je vais plutôt écouter vos questions. Le tri et le recyclable ne peuvent être réussis et mis en œuvre correctement qu'avec une forte sensibilisation de tous les acteurs sur le territoire concerné et avec une grande pédagogie. Donc, on peut faire de la pédagogie pour expliquer à tout le monde. Les expériences montrent que certes, c'est très long, mais assez efficace si chacun de nous a la volonté de réussir. Par ailleurs, on sait que tout a un coût et l'université, au niveau de l'université, avant le Mans Métropole venait prendre gratuitement. Or, à partir du moment où nous avons indiqué à l'université du Mans que le Mans Métropole allait facturer les enlèvements des déchets, aussi bien pour les OMR que pour les recyclables, eh bien, je peux vous assurer que la mise en place du tri et du recyclage a été relativement faite rapidement. Voilà, pour vous dire qu'il nous a fallu 8 ans à peu près d'un travail de longue haleine, de façon à pouvoir, aujourd'hui, en tout cas depuis 2 ans, nous avons le label, un label qui s'appelle le label Développement durable et responsabilité sociétale, et nous avons été la 4e université au niveau national à obtenir ce label. Donc voilà comment on pourrait éventuellement, cet exemple c'est pour l'université du Mans, mais il peut s'appliquer absolument à tous les territoires, au niveau des universités, au niveau des entreprises, au niveau des ministères, au niveau des services, etc., etc., et avec la collaboration des responsables qui s'occupent derrière pour valoriser et pour traiter l'ensemble des déchets. Ben, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour écouter les questions. Merci, professeur Djellouli, pour cette intervention. Donc, je vais reprendre un petit peu toutes les interventions qui étaient déjà passées jusqu'à maintenant. Donc, في البداية أود أن أشكر مدير البيئة لولاية سطيف حيث قام بعرض الوضعية الاقتصادية للاقتصاد الدائري في أمر الواقع، وكيف تمر هذه عبر عدة مراحل في ولاية سطيف، كما أعطى بعض الأرقام فيما يخص فرز النفايات وتجميعها والتخلص منها في ولاية سطيف. كذلك أشار إلى اتفاق التعاون الذي تم إمضاؤه مع جامعة سطيف، يعني بين جامعة سطيف والمديرية الولائية للبيئة في سطيف،
وذلك حسب المدير هو عامل أساسي للدفع بالتنمية والتطوير الاقتصادي في ولاية سطيف. وفي النهاية أشار إلى الدور الجمعوي الذي تقوم به مختلف الجمعيات البيئية على مستوى ولاية سطيف، وهو دور هام جدا في مثل هذه النشاطات. أخيرا أشار إلى وجود مشروعين على مستوى ولاية سطيف في التنسيق مع مؤسسة GIZ الألمانية من أجل تقييم تكلفة فرز النفايات في ولاية سطيف، وكذلك من خلال تكوين اليد العاملة التي تشتغل في ميدان تسيير النفايات. ثم تدخل مدير مؤسسة إيكوسات السيد سماتي مسعود، أين عرض كذلك قام بعرض تفصيلي حول نشاطات المؤسسة فيما يخص ميدان نقل وتفريغ النفايات وتسيير مراكز ردم النفايات في ولاية سطيف. كما أشار إلى عدة نشاطات فيما يخص فرز النفايات وكيف يتم فرزها. كذلك أشار إلى أهمية الاقتصاد الدائري من حيث مبدأ آثاره الإيجابية على الاقتصاد الجزائري. ثم كان تدخل السيدة الدكتورة سلمى جيلاني تابعة لمعهد باستور، donc تدخلت حول موضوع le recyclage des déchets pharmaceutiques. Donc elle a présenté à peu près la situation générale de la gestion des déchets et recyclage des déchets pharmaceutiques. Donc enfin elle a signalé quelques manquements au niveau de cette gestion au niveau de l'Algérie. Et voilà, donc on arrive donc moi personnellement aussi j'ai intervenu, c'est Rohi, donc sur l'expérience de la Chine. Quel enseignement pour l'Algérie? Donc, on a essayé de comparer, de présenter le cas de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, comme un pays développé, donc, elle fait face à une multitude de problèmes, surtout environnementaux. Donc, et cela ne l'a pas empêché de passer pendant une courte période à un nouveau modèle donc, de développement basé sur l'économie circulaire afin de faire face à tous ces problèmes. Et à travers cette expérience, on a essayé de tirer quelques enseignements pour l'Algérie. Pourquoi l'Algérie? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la vision reste floue, c'est-à-dire elle n'est pas très claire comment effectuer ce passage vers l'économie circulaire. Et c'est-à-dire on reste toujours dans les discussions et on n'arrive pas à sortir de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire des propositions. Et enfin, professeur Yamna Jellouli, donc de l'université Le Mans, professeur émérite, elle est intervenue sur l'expérience de l'université Le Mans en ce qui concerne donc, la mise en place du tri et le recyclage. Donc, on a vu que l'implication de l'université, c'était une chose importante. Donc, c'est déjà pour donner l'exemple, à travers des cellules, aussi à travers une gestion efficace de ces déchets. Aussi, elle a signalé la coopération avec d'autres filières dans le domaine du recyclage et la collaboration avec les autorités locales. Cela est très important parce que, c'est-à-dire, le recyclage, ce n'est pas suffisant juste de parler du recyclage, mais c'est-à-dire, on le prend en considération donc c'est une chaîne, un maillon, et tous les maillons doivent être liés les unes aux autres pour arriver au final à un bon résultat. Voilà. Donc, j'ouvre le débat. S'il y a des questions, je ne sais pas s'il y a des intervenants qui veulent intervenir. Donc, je vois qu'il y a M. Chaoui Fateh, professeur Gattaf, Dr Jilani Asma. Donc, je vous ouvre la parole si vous voulez intervenir par rapport à ces interventions qui viennent d'être passées. Voilà. Donc, c'est à vous la parole. Donc, il y a une question, voilà, question destinée à Dr Jilani. Voilà, donc la question dit que est-ce qu'il y a sur le terrain des méthodes qui permettent un petit peu de faire face aux déchets pharmaceutiques et quels sont les manquements selon vous, puisque vous êtes sur le terrain,
par rapport à cette question de gestion des déchets pharmaceutiques et si vous pouvez présenter quelques solutions. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, par rapport aux méthodes de traitement des déchets pharmaceutiques, si j'ai bien compris. Oui. J'en avais abordé quelques-unes. Donc, pour certains médicaments qui sont dangereux, alors soit on a l'incinération, soit on a la solidification, c'est-à-dire que là, le médicament, il faudra l'inclure ou le mélanger avec du ciment et de la chaux, c'est-à-dire une façon de l'inactiver. Hein. Et avec de l'eau, donc l'eau, la chaux et le ciment. Après, bon, ça peut être, le mélange peut être broyé ou il peut être enfoui tel quel. Donc ça, c'est pour les déchets. En fait, c'est parce que dans les pays européens, ou tous les pays, disons, là où on doit respecter l'incinération, parce que l'incinération doit se faire entre 800 et 120 et 1200 degrés, mais avec, comme je l'ai dit, des incinérateurs qui sont équipés des filtres et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des incinérateurs qui sont conformes. Donc là, ça a un coût qui est élevé. Maintenant, si on n'incinère pas, il reste la solution de solidification et de neutralisation. Donc, solidification et neutralisation, c'est pratiquement la même chose, sauf que les proportions vont changer, hein. C'est tout. Mais sinon, c'est l'enfouissement d'une manière à protéger plutôt l'environnement. Donc ça, c'est pour les déchets qui ont un dispositif de gestion, c'est-à-dire soit des déchets pharmaceutiques, des périmés au niveau des pharmacies, ou qui externalisent cette opération de destruction des périmés. Maintenant, pour les produits qui sont en circulation, comme je l'ai soulevé tout à l'heure, la difficulté, j'ai dit que c'était dans les médicaments qui ne sont pas utilisés. Et donc là, pour l'Algérie, il y a lieu de mettre en place un dispositif de gestion des médicaments non utilisés. Donc, j'ai parlé du dispositif ou de l'association Cyclamed en France, qui derrière, il y a un dispositif de prise en charge de l'incinération des médicaments ou du recyclage, on va dire, des médicaments non utilisés. Mais aussi aujourd'hui, les autorités mettent en place un dispositif de prise en charge, le pharmacien, lui, il pourra prendre en charge. Aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai signalé, un médicament périmé, il passe systématiquement dans nos poubelles. Et donc, il représente un danger pour l'environnement. Donc, là, oui. Oui, oui. Allez-y, activez votre micro, Dr. Djellouli. Hein. Oui, activez votre micro, Dr. Djellouli. Yamena, oui, mais je vais intervenir après vous avoir écouté jusqu'au bout. Après, je vais vous poser une question. D'accord. Merci. Ok. Ok. Donc, voilà, moi, l'idée que je voulais véhiculer, c'était le traitement des médicaments qui sont en consommation, c'est-à-dire ceux qui ont été délivrés aux patients. Alors, tout d'abord, réduire la délivrance des médicaments à tort et à travers. Vous savez bien que malheureusement en Algérie, la délivrance des médicaments n'est pas obligatoirement soumise à une prescription par ordonnance. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Donc ça fait que beaucoup de médicaments sont en circulation. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, même si notre consommation, si vous voyez les statistiques de l'OMS, vous trouverez que l'Algérien consomme aujourd'hui un peu moins de $100 de médicaments par an. Mais c'est-à-dire que ça reste une consommation qui est assez faible par rapport aux pays développés. Mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si vous voulez aller acheter un antibiotique, eh ben, vous vous faites délivrer un antibiotique sans ordonnance. Donc, agir en prévention, c'est-à-dire réduire la circulation des médicaments en dehors de leur circuit sous prescription. Et deuxièmement, aller recycler ces médicaments, mettre en place plutôt le dispositif qui permet le recyclage et donc qui permettra aux pharmaciens de récupérer les médicaments périmés. Alors là, avant de terminer, je voudrais m'excuser parce que je crois que j'avais dit le pharmacien ne prendra que les produits périmés, alors qu'en fait, je voulais dire que les produits non périmés. Je l'ai dit avant et après, donc
Voilà, je vous passe la parole, docteur Djellouli. D'accord, ok. De toute façon, j'ai d'autres questions, mais je laisse la parole à professeur Djellouli Yamna. Voilà, donc vous pouvez intervenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voulais justement vous poser la question, comment on fait pour capter, comment vous faites, vous, pour capter l'ensemble des médicaments qui sont en train de traîner un petit peu partout dans les maisons, dans les domiciles des gens, mais aussi dans divers endroits, des cliniques peut-être, et chez le pharmacien, etc. Donc, si pour les pharmaciens, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en place, parce que quand même, ce sont des déchets, lorsque les médicaments sont périmés, ils représentent des déchets dangereux. Donc, des déchets dangereux que l'on va trouver dans l'environnement, c'est-à-dire y compris au niveau des rivières, et donc ils vont polluer la nappe phréatique. Donc, vous voyez, et puis après, nous, on boit de l'eau qui n'est pas toujours traitée, entre parenthèses, et on risque d'être infecté, etc. Donc, moi, je pense j'espère que le ministère de l'Environnement, mais on a le responsable de l'environnement ici qui pourrait répondre, j'espère que quand même, du point de vue environnemental, on prend en considération l'ensemble de la filière des déchets donc pharmaceutiques. Au niveau des déchets pharmaceutiques, on commence d'abord par faire un tri. Voilà, je venais de parler tout à l'heure du tri dans le médicament. Il y a la boîte en carton qui peut être recyclée. Il y a parfois la bouteille en plastique ou la bouteille, la petite fiole en verre. Il y a parfois de l'aluminium. Il y a un tas de choses. D'abord, il faut essayer de diagnostiquer l'ensemble des déchets. Il y a certains qu'on peut recycler normalement et qui peuvent nous rapporter de l'argent d'ailleurs. Il y en a d'autres on ne peut rien faire, on est obligé de les incinérer, comme vous venez de le dire. Alors évidemment, moi je vous donne l'expérience que nous avons ici. Ici, il y a, vous le savez, une association qui s'appelle l'association Cyclamen, et une fois tous les 10 jours, tous les 15 jours, sur le marché, on a une petite camionnette qui arrive et tous les gens qui ont des médicaments, eh ben, on va les amener là-bas. Et l'association Cyclamen sait très bien où on va les amener. Parce qu'automatiquement, on ne les amène pas chez le pharmacien. Et puis le pharmacien, il ne veut pas s'encombrer. Il va vous dire, oh, moi, je n'ai pas envie de prendre vos médicaments qui sont périmés. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, premièrement, diagnostiquer, deuxièmement, connaître toutes les filières. Pourquoi je parle de l'association Cyclamen, qu'on pourrait aussi mettre, pourquoi pas, en Algérie? Tout simplement parce que ce sont les pouvoirs publics qui, malheureusement, ne peuvent pas ou n'ont pas la volonté ou n'ont pas les moyens. Parfois, on va vous dire on n'a pas les moyens, etc. Ceci dit, les moyens, on peut aussi les avoir d'une façon ou d'une autre. Et puis, cette association, je peux vous assurer que ça pourra réussir. Ça peut éviter, d'autant plus que maintenant, il y a de plus en plus d'éléments qui sont cancérigènes. On peut retrouver, par exemple, dans nos toilettes, excusez-moi, hein, mais dans nos toilettes, quelqu'un qui a un cancer, qui a fait de la chimiothérapie, etc., il peut, voilà, son pipi, excusez-moi, encore une fois, mais c'est naturel, générer l'ensemble de ces produits. Et aujourd'hui, on arrive à retrouver au niveau des rivières un certain nombre d'éléments. Donc, vous voyez que finalement, il faut juste s'y intéresser. Et il faut évidemment une réglementation. Alors, je ne sais pas, au niveau de la réglementation de l'Algérie, je ne sais pas s'il y a une réglementation par rapport à ces éléments-là. Merci de m'avoir entendu. Je vous remercie. C'est Mounir. Monsieur si vous permettez, je peux intervenir. Si vous voulez, oui. Après l'accord de Madame Djilani. Oui, bien sûr, c'est monsieur. Voilà, je voudrais juste attirer l'attention à tous les enseignants. Enfin, je suis ravi que je sois avec vous dans ce colloque international.
Premièrement, concernant, je vais essayer de répondre brièvement sur quelques soucis, quelques interrogations évoquées par Madame Djellouli, le professeur. Donc, en termes de réglementation, l'Algérie, elle est dotée d'un arsenal de réglementation de toutes les natures de déchets. Donc, dans ce volet-là, donc, il n'y a pas de problème. Donc, nous avons même un décret exécutif concernant tous les déchets des hôpitaux, que ce soit les dasseries, les produits pharmaceutiques périmés, les déchets spéciaux dangereux, toute nature. Et parfois, nous avons aussi quelques réglementations concernant les déchets spécifiques, par exemple les huiles, etc., les huiles usagées, les ascarelles, les déchets d'ascarelles, et ainsi de suite. Les détergents. Oui, absolument. Donc, en termes de réglementation, l'Algérie ne souffre pas de réglementation. Mais malheureusement, en termes de communauté, donc, ça nécessite un travail tellement important en matière de sensibilisation et de mobilisation de la population. Parce qu'en fait, les déchets, lorsqu'on parle des déchets des hôpitaux, enfin des déchets pharmaceutiques périmés qui se trouvent au niveau des ménages, donc c'est la sensibilisation de ces gens-là. Donc nous, au niveau du ministère, il y a toute une stratégie qui a été mise en œuvre, notamment celle de la responsabilité élargie par les producteurs. Il faut que les fournisseurs et les producteurs de ces produits-là s'insèrent dans cette politique. Donc, ils doivent justement financer une part de responsabilité de ces déchets. Et donc, vous avez évoqué tout à l'heure les associations. Effectivement, ces associations de traitement ou bien de collecte et valorisation de ces déchets viennent justement au niveau de France, au niveau d'autres pays en Europe, viennent des cotisations et de l'apport de ces producteurs. Oui, oui, madame. Bon, ça, c'est mon avis. J'ai fait plusieurs récemment en Belgique, donc c'est ça, la responsabilité élargie. Il faut que les producteurs de ces déchets contribuent à la valorisation, à la valorisation et l'utilisation de ces déchets. Donc, au niveau de l'Algérie, nous avons tout un arsenal juridique. Nous sommes en train justement d'aller dans cette optique pour que ces produits, spécialement les produits pharmaceutiques périmés, trouvent au moins une solution. Mais je voudrais aussi répondre à une petite question que vous avez évoquée, enfin, que les eaux en Algérie ne sont pas traitées. Écoutez, madame, on ne boit pas les eaux qui ne sont pas traitées. Nous avons une réglementation très sévère en termes de traitement des eaux destinées à la potabilité. Donc, on ne peut pas boire de l'eau qui n'est pas traitée. Donc, je voudrais justement répondre à quelques interrogations de Mme Djellouli. Mais au niveau de l'Algérie, il y a toute une politique en termes de gestion des déchets, notamment les déchets qui sont spéciaux et spéciaux dangereux. Nous avons aussi les incinérateurs qui sont agréés par le ministère de l'Environnement et agréés aussi conjointement par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé. Donc, je dirais que l'incinérateur, une fois mis en place, mis en service, toutes les commodités de traitement, d'épuration des gaz sont mises en œuvre et donc on ne laisse pas une nouvelle pollution dans l'air ou bien dans le milieu naturel d'une manière générale. Je voudrais peut-être aussi ajouter qu'au niveau du ministère aussi, on agrée. Il y a un agrément spécial pour les collecteurs, pour les déchets spéciaux et spéciaux dangereux. Récemment aussi, il y a une réglementation qui a été mise en œuvre en termes d'exportation des déchets spéciaux et spéciaux dangereux à l'étranger. Donc, il y a toute une politique en termes de gestion et en termes de prise en charge de ce volet qui est vraiment, effectivement, il a un impact direct sur l'environnement et la santé publique. Merci. Est-ce que je peux juste… Oui, si vous oui, permettez. Yamna, oui. Merci, monsieur le directeur de l'environnement. On a eu l'occasion de se voir d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si vous Soyez le bienvenu.
Oui, bien sûr. Sur la gestion de l'eau. Alors, ça, je peux vous assurer, je connais bien, je sais, je ne vis pas en Algérie, mais je sais très bien ce qui s'y passe, puisque tous mes projets de recherche sont sur le Maghreb et plus spécifiquement sur l'Algérie. Alors, moi, je voulais juste vous dire que sur les papiers, c'est normal. Au niveau du ministère de l'Environnement, je l'ai dit ce matin, tout est bien balisé, on a des décrets, on a des arrêtés, etc. Et vous venez de le dire, monsieur le directeur, comment se fait-il qu'on n'ait pas des ingénieurs qui soient spécifiquement sur ces questions de déchets dangereux, qui puissent faire le diagnostic sur le terrain et qui puissent prendre avec vous, avec le ministère de la Santé, de l'Environnement, etc., et avec les collectivités. De toute façon, vous ne pouvez pas travailler tout seul. Hein. Vous êtes obligé de travailler avec la collectivité, avec la wilaya, etc. Et comment se fait-il qu'on n'arrive pas, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, ça revient. On n'arrive pas à recruter les gens, on n'arrive pas à trouver les gens, etc., etc. Et moi, je pense que c'est possible. C'est possible parce qu'il faut émettre le besoin. On a besoin d'avoir quand même en Algérie, et plus spécifiquement dans la wilaya de Sétif, quelqu'un qui soit spécialisé sur les déchets. On voit partout, Sétif, ville propre, la plus propre d'Algérie, etc. Mais moi, je suis un peu... d'accord, je suis fière, c'est ma ville. Je suis très fière. Mais il n'empêche, quand vous regardez derrière, c'est pas si propre que ça. Il y a beaucoup de décharges sauvages, un petit peu partout. Et les gens, ils sont éduqués. Moi, je sais, dans ma famille, on est éduqués. Les gens mettent à un moment très précis les poubelles à côté des portes, etc., etc. Mais puisqu'on parle des déchets pharmaceutiques, on trouve quand même la plupart de ces médicaments périmés dans la décharge normale. Oui. Et vous pouvez trouver aussi des seringues. Des seringues. Imaginez-vous quelqu'un qui est diabétique et quelqu'un qui a le virus du sida ou un virus quelconque. Aujourd'hui, on est en pleine pandémie. Et on ne peut pas se permettre de mettre les aiguilles, par exemple, les coupants, les tranchants, etc. partout. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On nous conseille de les mettre dans une bouteille en plastique. Si quelqu'un a, par exemple, une série d'injections à faire pendant une semaine, eh bien, il les met dans une bouteille en plastique et il les amène à Cyclamen ou il les amène chez le pharmacien du coin, qui est obligé de les prendre parce que lui-même, il a une filière derrière. Alors, je vous précise que Cyclamen est une association qui n'est pas rémunérée par la REP. C'est vrai, la REP, vous avez raison, etc. Mais Cyclamen est une association, loi 1901, qui se rémunère ou qui peut chercher des moyens ici et là, peut-être un petit peu aussi de l'argent de la REP, mais voilà, donc moi je pense que parfois on peut avoir des problèmes au niveau des pouvoirs publics parce que c'est ça qui est important. C'est si le ministère décide, si le directeur de l'environnement décide, si le président de l'APC décide, si le Wali veut, je peux vous assurer qu'on peut arriver, on trouvera des moyens, on trouvera des ingénieurs et on trouvera les responsables. Parce que, et une dernière chose, ça ne sert à rien, franchement, moi, c'est parce que mon pays, je suis concernée, ça ne sert à rien de ramener la GTZ ou de ramener l'AFD ou de ramener X, Y et Z. Et tout seul, sans quelqu'un, sans des Algériens qui sont concernés par leur territoire, par leur population, pour faire une petite étude comme ça, on vous ramène un petit dossier, pour vous, vous êtes content, mais vous n'allez pas l'appliquer parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Et eux, ils sont contents parce qu'ils se disent, eh ben, on a donné quand même un petit pourcentage du PIB à l'Algérie parce qu'on a fait un projet. Monsieur, sachez que la diaspora algérienne, on est en plein Hirak, hein? Moi, j'ai pas la diaspora algérienne, elle est prête à aider son pays. C'est vous qui ne nous faites pas appel. Je vous le dis honnêtement. Les gens sont là, ils sont prêts. Les médecins, les ingénieurs, les professeurs, les juristes, enfin tout ce que vous voulez.
Les gens sont prêts à aider le pays. C'est normal. C'est notre pays d'abord. Mais c'est vous qui ne nous faites pas appel. Voilà, moi, franchement, ça, c'est un coup de sang que je dis au nom de l'ensemble de mes collègues ici. Voilà, je vous remercie. En tout cas, voilà, moi, j'avais vraiment plein de rendez-vous et je tenais à assister. J'ai dit à Leïla que je ne pouvais pas et tout. Et finalement, j'ai laissé mes rendez-vous, je les ai différés pour pouvoir assister et contribuer à vos travaux. Je vous remercie vraiment. Merci, Voilà. Yamna. Est-ce que je peux mettre un mot, Oui, bien sûr. madame, Monsieur Chaoui, allez. avec tout le respect que je vous dois, madame, vous avez évoqué des choses qui sont réelles. Mais écoutez, le travail ne vient que commencer. Nous sommes en train de mettre des chantiers de travail. Vous parlez tout à l'heure des ingénieurs. Il faut sachez, madame, que actuellement notre direction a recruté 13 ingénieurs. J'ai mis 2 ingénieurs qui sont spécialisés dans le domaine de la gestion des déchets hospitaliers. Donc, ça, c'est peut-être la chose, bon, mais bon, c'est déjà un travail de bien. Récemment, on a fait avec M. Mounir, avec l'ensemble, c'est un activant et militant de l'environnement et en même temps aussi dans des associations. On a fait un travail ensemble avec le syndicat des pharmaciens pour que justement les produits seront collectés directement vers les opérateurs qui sont agréés par les 2 ministères conjointement. Donc, il y a un travail qui se fait, madame. Concernant la GIZ, je ne peux pas avancer un mot, mais je dirais que la majorité des cadres de la GIZ, c'est des Algériens. Donc, c'est Homa et Joub Draham, mais les cadres, l'encadrement, c'est-à-dire les professeurs et les ingénieurs qui travaillent avec la GIZ sont des Algériens. Effectivement, vous direz que peut-être aller directement avec Algériens. Bon, je ne sais pas, ça c'est une politique qui a été mise en place. Nous sommes des exécutants au niveau de la collectivité, au niveau de la wilaya. Nous essayerons de mettre tout le panel juridique et réglementaire sur le terrain. Effectivement, on trouve des difficultés aussi en termes de sensibilisation. Et c'est pour cette raison que la société civile, par le biais des associations et l'association que vous l'avez évoquée, j'espère, avec M. Mounir, on essaie peut-être de mettre une association qui sera spécialisée. Je dirais, moi, lorsque je dis un mot, je dois continuer avec M. Mounir, si vous permettez, Mounir. Oui. Dans Rahman, M. Rahmani, si vous permettez, on pourra mettre en place cette association qualitative qui, justement, elle soit spécialisée dans le domaine de la gestion des déchets et notamment les déchets pharmaceutiques. C'est un créneau assez important et madame, je pense qu'elle nous a un petit peu aiguillés dans ce sens-là, donc on pourra mettre et soyez la bienvenue madame à votre ville natale. Voilà. Merci beaucoup. Si vous permettez, juste un petit commentaire. Le professeur Yamna Jellouli Attends, je termine mon intervention et je vous donne la parole. Si vous permettez. Voilà. Donc, professeur Yamna Jellouli, je la comprends parce qu'il تهدر حرقة تاع قلب. كيما راه صار لنا اكل واحد كيعود سبيسياليست في الدومين شغل ان ميدسان ويمرض ان ميدسان يمرض تلقاه موسوس اكثر من واحد اخر باسكو يكوني لا مالادي يكوني لي كونسيكونس دونك تلقاه يمرض اكثر دونك حنا اون كوني لو تيران اون كوني سكي ايور دونك mais sur le terrain ce que j'ai constaté personnellement depuis 10 années je suis en Algérie je suis tout ce qui est réglementation il y a un grand décalage entre ce qui se fait au niveau central ministère et le terrain شغل كل اللي ماناش حابين نفهموا باللي pour s'orienter vers un chemin il faut appeler les gens qui connaissent le chemin هذا حنا on va toujours chercher ailleurs les bureaucrates derrière les bureaux je sais pas quoi dans la plupart des cas les réglementations elles sont opposées donc il y a des contradictions entre les réglementations انا حكيت مع بزاف des gens dans le recyclage يشكيوا من la lourdeur de l'administration la lourdeur de la réglementation et la centralisation aussi. Quand on veut régler un problème au niveau local, il ne faut pas aller au ministère de l'Environnement, c'est créer des institutions, des organes au niveau local. Et puis, les problèmes locaux ils sont différents d'une localité à une autre.
C'est-à-dire, pour régler un problème, je ne vais pas imposer une politique qui peut s'appliquer pour une ou deux wilayas, voilà, mais ça ne marche pas ailleurs. Donc, on va aller vers la décentralisation. Il faut appeler aussi, dernièrement, Thomas Signitou, bien sûr, il faut dire ce qu'on est. Donc, كي تعود حاجة مليحة نقولوا حاجة مليحة. Voilà, ماشي غير. Dernièrement, كان مضاو الاتفاق بين وزارة البيئة ووزارة الجامعات التعليم العالي. وحنا في سطيف مدير البيئة donc monsieur Chaoui مع le recteur d'université ils ont signé une convention. C'est important donc de placer, de mettre en avant les chercheurs qui sont spécialistes dans le domaine. C'est moi اللي يقدر يقول لك quel chemin il faut prendre. Parce que le diagnostic, on va commencer par un vrai diagnostic. Le diagnostic ما يديروش le bureaucrate اللي derrière le bureau, نديروه حنا اللي نعرفوا التيران. Une fois on fait le diagnostic, on va choisir quelle politique va nous permettre d'arriver aux objectifs. Mais sinon, tourner en rond, voilà, je vois qu'il y a un grand décalage entre les décideurs au niveau central et le livre. Même s'il y a de la bonne intention, مثلا خدمنا معك monsieur Chaoui بزاف هنا في ولاية سطيف ومش كيعود هنا نهضر لك بلا حاضر. La bonne volonté تاعك هذه peut-être ما نلقاوهاش ailleurs. البيرو تاعك محلول لينا tout le temps, mais ailleurs peut-être تلقاه la plupart du temps. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, il faut ouvrir les portes, laisser ouvrir le champ devant les scientifiques, puis la diaspora تاعنا في الخارج وهنا. Et qui m'a dit que professeur Yamna Djellouli, j'ai travaillé avec GTZ, je travaille avec beaucoup de boîtes privées françaises. Donc, il y a des choses qu'on peut faire nous-mêmes هنا في الجزائر نديروها حنا. بصح حنا الجزائري تاعنا هنا اللي ما يحبش لازم تكون عينك زرقاء وشعرك اصفر باهي يقبلك. كي تقول له انا الجيريان جو بو فير لو ترافاي هذا gratuitement ولا parfois باسكو قلب الواحد حار هذا تقول له ديروا gratuitement سيدي البلاد لازم يجيب القاوري من هنا ومن بعد القاوري اوليو كل ترافاي هذا يستغمين في شهر نحكموا معاه عامين والله وبعد سي دي دوفيز كي بارت à l'étranger et puis نيغاور حنا toujours fait le même point de départ on n'arrive pas la dernière fois je vous dis ça je le dis j'étais au ministère de l'environnement. J'ai eu un des directeurs centraux là-bas, on a commencé à discuter, il me dit franchement, c'est pour ça l'intervention théorique, ça a été sur la Chine. On n'arrive pas à avoir une vision claire, c'est-à-dire réellement comment on peut passer d'une économie linéaire à une économie de marché en Algérie. Parce que le contexte, chaque pays il diffère d'un pays à un autre, même les pays européens, ils n'ont pas le même contexte. Donc là, il faut faire appel aux gens spécialistes dans le domaine. Et c'est eux, à partir d'eux, qu'on pourra établir des politiques adéquates et décentraliser beaucoup plus pour arriver à... Parce que la pollution, qui m'a la Chine, pourquoi j'ai choisi la Chine? Parce que la Chine, c'est un grand coup en termes de pollution. La pollution, elle fait des dégâts et personne n'en parle. Même au niveau de quelques wilayas ou quelques localités, ils font l'effort. Mais la pollution, elle est partout. Elle est partout. شوفوا واد بوسلام بكري كنا نصيدوا فيه الحوت. Donc واد بوسلام il pue. Donc et là c'est très grave. Donc situation grave en urgence, il faut passer à quelque chose d'autre, mais en ouvrant la porte devant tout le monde. Voilà. Monsieur Mounir, si vous permettez, Madame la modérateur, oui. Les portes de la direction. Et devant Madame Djellouli, nous avons beaucoup de problèmes au niveau de la wilaya du Siti. Alors, ramenez-vous vos cadres, l'encadrement des professeurs de l'université, nous vous donnons quelles sont les problématiques réelles de la wilaya du Siti. Voilà. Et vous mettez qu'est-ce qu'on peut faire comme technologie, comme recherche pour justement réduire ou éliminer ou bien valoriser ou bien réutiliser telle ou telle chose. Donc, les portes sont ouvertes. Non, justement, surtout après la signature de la convention, donc c'est-à-dire on peut travailler en commun d'une façon qui est légale et on n'aura pas, Inch'Allah, de problème. Donc, c'est le début. C'est le début. On n'est pas là juste pour critiquer, mais parce que c'est notre pays quand même. C'est mon pays aussi. Non, en général. On ne vient pas de l'extérieur. Je ne suis pas en train de désigner. Non, je connais les efforts اللي ديروا فيهم. Mais احنا كي نهضروا يسمى الواحد باه ما يقولش واحد ils sont pas juste de critiquer. احنا on critique pour avancer. مي كي تعود حاجه مليحه درتوها احنا نثمنوا المجهودات اللي راكم ديروها سيرتو في ولايه سطيف راني قلت لك بتاتر راني نعرف ولايات من ولا بيبان مغلوقين مسدوده يعني انتوما هنا باسكو كي جيت tu as une vision, tu as une façon de faire
ben, ça a donné des résultats. La preuve, tout le temps, j'ai la page Facebook, comme tout le temps, il y a des activités, tout le temps, il y a des. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là, je parle du niveau central. C'est le ministère qui décide des politiques, parce que tout le monde la râle. Des fois, vous avez des réglementations, il faut suivre, mais par contre, il faut faire participer. C'est l'affaire de tous. L'environnement, c'est l'affaire de tous, à partir du simple citoyen jusqu'au haut responsable à l'échelle de la Doula. Donc, tout le monde doit participer avec la. Pour intervenir, docteur Rahmani? Oui, professeur Leïla Gattaf, oui. Alors, je tiens à remercier tout le monde, professeur Jellouli, professeur Moudir l'Oustad Chaoui Dilani, vous-même. Donc, je pense que là, الصوت انقطع تاع الاستاذ الدكتور. On est là, ensemble, à travailler ensemble. Je m'excuse, c'est ça a coupé, ça a coupé. d'Internet. C'est parmi les problèmes quotidiens. Mais là, je pense qu'on a mis le point sur plusieurs points noirs où il faut intervenir. Vous avez parlé d'une large participation de l'université, des professeurs, le ministère de l'Environnement. Cette coupure qu'on rencontre quotidiennement, c'est parmi les problèmes quotidiens. Donc, voilà, donc, je vous remercie tous, puisqu'on a parlé d'un travail en collaboration. Monsieur le directeur de l'environnement de la ولاية سيتيف يعطيك الصحة على تواضعكم، على سهركم، على الوقت اللي خصصتوه لنا باش نقوم ونخدموا مع بعض. بالأمس كانت عندي مداخلة مع جامعة عنابة، كان عندهم ملتقى في نفس الموضوع، وعرضوا علينا تجربة وحيدة من نوعها، وين فتحوا المجال إلى يعطيك الصحة على تواضعكم، على سهركم، على الوقت اللي خصصتونا باش نقوم ونخدم مع بعض. من امرأة خريجين الجامعات كونوا شركات صغيرة مصغرة في مجال إعادة الرصة. 16 مؤسسة اليوم راهي تشتغل. هذا التجربة انه تعامل معنا باش نجسد هذه التجربة في ولاية سطيف. اليوم على بركة الله نبدأ في مشروع جديد آخر جمع النفايات الصيدلانية، وكلنا إرادة. Je crois qu'il y a un problème de son. Lamri, tu veux intervenir? Lamri. Oui, Mounir. Je te donne la parole, allez. Oui. Ça va, tu m'entends très bien, Mounir? Oui, très bien. Tu es en direct 10 sur 10. Donc, concernant le recyclage, Mounir, une chose est sûre, c'est que nous sommes en retard et maintenant on essaie de cacher les déchets et ce n'est pas vrai. Parce que la ville, c'est une mine d'or, c'est une mine urbaine. Donc, il faut avant tout valoriser les déchets. Parce que quand on parle d'enfouissement technique, c'est bien d'avoir maintenant, et c'est en notre honneur d'avoir un CET, mais une chose est sûre, c'est que concernant le recyclage, on commence le recyclage à la maison. Ça veut
dire que chacun doit récupérer tout ce qui est à monnaie. On a été coupé. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais tu continues. Hein. Le son, il passe, même s'il n'y a pas de... Donc, récupérer tout ce qui est déchets organiques à la maison, le mettre qui nous permet... Ah ben, ça a été coupé. Oui, Mounir, j'excuse. L'Amri. Oui, Mounir, j'écoute. Tu peux continuer. Ouais, même s'il n'y a pas d'image, donc tu continues ton intervention. Donc, on parle de valorisation des déchets. Avant tout, il faut faire de la sensibilisation par le biais des associations, par le biais des ONG, par le biais de cette société civile qui a beaucoup à faire dans ce domaine. Ensuite, valoriser les déchets à la maison, les déchets domestiques. 1, 2. Ensuite, donner une seconde vie à ces déchets tout en innovant, bien sûr, en innovant avec l'utilisation de ces déchets. Ensuite, quand on parle de recyclage, maintenant, on concentre uniquement sur le plastique, sur le papier. Mais c'est vrai, mais on a oublié les déchets électroniques, électriques, électroménagers. On a oublié les déchets toxiques liquides qui sont déversés des hôpitaux directement dans le réseau d'assainissement. Donc, il faut réfléchir sérieusement à ce volet de recyclage et mettre des gens spécialistes au niveau de chaque, bien sûr, au niveau de chaque intervention, au niveau de chaque volet, au niveau de chaque filière concernant le recyclage des déchets. Alors, ma foi, j'ai l'impression de voir que ces déchets, chez nous, on les récupère, mais pour les valoriser, il faut faire beaucoup de choses. Alhamdoulilah, la politique de l'État, alhamdoulilah, il y a une volonté de la part des responsables pour valoriser ces déchets, mais malheureusement, nous sommes très en retard. Il faut que le citoyen met la main, il faut qu'il intervient, il faut qu'il participe activement à protéger l'environnement, à protéger la santé, parce que quand on voit les déchets à droite et à gauche, la première des choses, avant de parler d'environnement, de biodiversité, etc., moi je parle de la santé de l'être humain. Combien de gens sont devenus asthmatiques à cause de ces déchets qui sont incinérés sauvagement à droite et à gauche? Oui, Mounir. صحيح خلصت التدخل تاعك العمري. Oui, تفضل سي. انا نعطيك كلمه للاستاذ parce que moi je peux intervenir pendant 2 minutes. Oui, Mounir. Je donne la parole à monsieur donc Benaoud Amin. Oui, Mounir. Allez. Salam alaikum. Donc الاستاذ بنعواد شرف الدين امين. منير تسمع فيا؟ 10/10 يلا. منير اول حاجه شيء باعتبارنا يعني كنا من اعضاء هذا الملتقى، باعتباري رئيس اللجنه العلميه، اول شيء نتقدم باسمي وباسم رئيسه الملتقى وباسم كل قائمين على الملتقى وبالشكر لكل المشاركين. دونك كلهم باسمين نتكلموا على البروفيسور جلولي يامنا، وهي مشكوره كثير كل مره ندلوا عليها كل مره انها تشارك وتمد المساهمه نتاعها. ايضا السيد مدير البيئه بدوره اللي كما تفضل في مداخلته، هو دائما الابواب مفتوحه ودائما من نقصدوه نلقاوه. ايضا السيد التجاري العمري اللي ما بخلناش كل مره ايضا يمد لنا الدعم في هذا الاطار. ايضا نشكر ايضا الجزائر العاصمه السيده شيف ديبارتمون لانستيتي باستور السيده دكتور جيلاني سلمى اللي حبت تشارك معنا، وكذلك كل اللي شارك معنا. دونك راح انا نوجه جمله من الاسئله فقط. تدخل نتاعي اني جو بوز كالكو كيستيون. لا كيستيون الاولى جو مادريس دكتور جيلاني. دونك وي منير. نعم كمل. Donc concernant la technique single use, donc j'aimerais bien entendre parler de cette technique. ايضا سؤال اخر والله سؤالين والله للسيد مدير البيئه. دونك نتكلموا على عمليه تسيير النفايات. هي في الاصل لما نتكلم على عمليه تسيير النفايات هي في الاصل ضمن تقريبا 4 عمليات. تبدا بعمليه الجمع، ثم النقل النفايات، ثم الفرز،
حتى نوصلوا لوبيراسيون اللي هي اساسيه اللي هي لو تريتمون دونك الفالوريزاسيون تاع لي ديشي. الشيء اللي نلاحظوه من الواقع ولا حتى لي زيتود اللي ينداروا على المجال تسيير النفايات في الجزائر ولا حتى في بلديه الصيف ولا في ولايه الصيف، نجد انه بقينا محصورين فقط في الاوبيراسيون تاع الجمع والنقل. دونك هنا حبينا يعني نوقفوا علاش الاسباب لماذا يعني بقينا في هذا المستوى فقط، ما مشيناش الى المستوى المهم اللي هو نثمنوا ونعالجوا ونفرزوا هذه النفايات باش نستغلوها في عمليات اخرى. ايضا سؤال اخر، لماذا لم تعطى فرص للقطاع الخاص والمؤسسات الناشئه؟ هنا الان نتكلموا نسمعوا كثير في المنابر وفي التلفزيون وفي الخطابات المسؤولين يتكلموا دائما على لي ستارت اب لونتربرونيا، يتكلموا على لا شانس لي جون. دونك علاش لماذا الوصايه لحد الان ما مدتش فرصه للشباب والمؤسسات الناشئه لا سيما في مجال ليكونومي سيركولار، في مجال الاقتصاد الدائري، وفي الفالوريزاسيون دي ديشي في مجال معالجه وتثمين النفايات. ايضا حبيت ثاني نعرف اترافير مسيو فاتح شاوي انه لما حبيت نعرف واش قدمت الوصايه باعتباره هو يمثل وزاره البيئه، والله ماذا تقدم للشباب في مجال المقاولاتيه، للشباب والمقاولاتيه في مجال تسيير النفايات. وكنت موجه سؤال للسيد سماتي ممكن ماهوش حاضر معنا اليوم، ايضا للسيد منير الرحماني ايضا حبيت نوجه له ثاني سؤالين. حبيت نوجه سؤال السيد منير الرحماني هو فيما يخص ما هي الفوائد التي نستخلصها من التجربه الصينيه بالنسبه للاقتصاد الجزائري. حبينا نعرفوا الحوايج اللي نقدروا نخرجوا منها من الاكسبيريونس شينواز ونسقطوهم على الاكسبيريونس الجيريان. وكذلك في اعتقادك انه ما هي العوائق التي تعطل تطوير مجال الاقتصاد الدائري في بلادنا وتتوفر في الصين. دونك هذه مجمل مداخلتي واسئلتي اللي نوجهها للحضور، ونعاود نكرر فقط باش ما نطيرش عليكم كثير، نعاود شكري وامتناني لكل من ساهم في هذه الجلسه وكل فعاليات الملتقى، وعلى بالي بلي سخرتوا لنا من وقتكم ومن جهدكم ودخلنا لكم في ضغطنا عليكم، فنشكركم كثير باسمي وباسم رئيس الملتقى وباسم السيد مدير الجامعه وباسم عميد الجامعه، فشكرا كثير. بارك الله فيك امين، شكرا. دونك est-ce qu'il y a une autre question ولا je donne la possibilité. Tout à l'heure je voulais parler, ça a été coupé. وي يلا استاذه بروفيسور يمنا قطع هذا المشكل نتاع الانترنت، يا دي كوبور ميم ا فوتر نيفو جو بونس. دونك انا حبيت شكر راني قلتها لكل المساهمين، لكل المتدخلين. بالنسبه للسيد شاوي فتح مدير البيئه لولايه الصيف، شكري وامتناني لحضوركم معنا ورغم إمالاتكم. حبيت فقط نقول لك باللي امبارح كان فيه تدخل مع مدير البيئة لولاية عنابة واللي عرض خرجت تكوبات لا كونيكسيون. مشكل في الانترنت. نعطي الفرصه المشاركين معنا باه يجاوبوا على الاسئله. نزرب باش نستغل الفرصه اللي عطوها لي. دونك مدير البيئه عرض تجربه نتاع 80 مراه اللي رافقتهم مديريه البيئه مع لونساج والكناك، عطاو لهم مشاريع في اطار اعاده الرسكله البيئيه، وينتجوا منتوجات. هذه المنتوجات حتى منها لتصدر. هذه ال 80 مرأة 16 مرأة أو 16 مؤسسة صغيرة، كل مؤسسة فيها 2 ل 3 ولا 4 نساء، فيهم ماكيتات في البيوت، خياطات، اخرين مستوى جامعي، مهندسات، ينتجوا منتوجات من المخلفات ويساهموا في الاقتصاد. هذه التجربه اللي
بالحق هناك مشكل في الانترنت. كونيكشن عندها ديال إذا التجربة هذه حابين نجيبوها لولاية سطيف. هل نقدر نتصل بك سيدي بعد الملتقى ونجسد هذا المشروع على الأرضية؟ مشروع ثاني اليوم تكلمتوا عليه اللي هو المؤسسات المصغرة في جمع النفايات الصيدلانية، كذلك جد مهم. إذن باش نروح من النظري إلى التطبيق ونروح إلى إيجاد الحلول، هذه اللي نركزوا عليها اليوم مع الخبراء نتاعنا ومع المسؤولين نتاعنا من خلال هذه الفعاليات. إذا أعطي الكلمة للسيد شاوي فاتح حتى يعقب على الأسئلة، يجيب على الأسئلة ويعقب على تعليقات الأستاذة قطاف ليلى فيما يخص اقتراحها المشروع. وصلوا التعليقات نتاعي، سمعتوني؟ وي كان في مشروع للزوج مع مديرية البيئة لولاية، والمشروع الثاني لجمع النفايات الصيدلانية. هذو من الورشات باش نجسدوهم على الواقع معكم سيدي، وأحيل الكلمة. شكرا أستاذ قطاف. أعطي الكلمة مباشرة للسيد شاوي فاتح حتى يتدخل ويجيب على الأسئلة المطروحة. شكرا سيدي. شكرا. رابيدمون بركة pour répondre à monsieur Naouja Amin Ben Awad. Bon, je remercie quand même l'intérêt que vous portez à ce secteur. Concernant le traitement des déchets d'une manière générale, les déchets ménagers et assimilés, effectivement, le ministère de l'Environnement a mis en place tout un programme à partir de 2002 concernant le POGDEM. Donc, c'est tout ce qui est un programme de gestion des déchets ménagers assimilés. C'était le lancement des premières décharges contrôlées et des CET. Lorsqu'on dit CET, effectivement, il y a un accompagnement de tri sélectif. Donc, cette opération, elle a commencé d'ailleurs jusqu'à présent. Nous sommes en train de réaliser des CET. Effectivement, on a vers le côté enfouissement. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas le traitement, ce n'est pas la valorisation en sens propre. Néanmoins, il y a un taux très infime, très minime par rapport au gisement de déchets valorisables. Donc, il y a une volonté d'aller vers ce créneau maintenant. Vous savez très bien qu'au début, l'État a amorcé ce programme de gestion et de traitement et valorisation des déchets. Maintenant, il faut que le privé puisse accompagner cette opération. Il faut que, parce que l'État, à un certain moment, le privé, parce que l'État m'a pas dire la gestion des déchets, m'a pas dire la réalisation, mais elle est là pour réguler le marché, pour accompagner le marché, pour contrôler aussi les différents aspects, que ce soit la collecte, que ce soit le transport, que ce soit la mise en place, que ce soit le tri, la qualité du tri, etc. Vous savez très bien qu'au niveau de la wilaya de Sétif, nous disposons d'un arsenal de privés qui, justement, dispose d'unités industrielles de valorisation des déchets plastiques. Aussi, nous avons une unité de pneumatiques, des déchets de pneus. Malheureusement, elle a fait un arrêt. Nous avons aussi une entreprise de valorisation de carton et papier au niveau de la zone industrielle de Sétif. Donc, nous avons aussi les collecteurs privés, informels et formels. L'objectif du ministère de l'Environnement et à travers la direction de l'Environnement, nous essayons comment canaliser les informels qui travaillent, que ce soit dans la collecte,
que ce soit dans le circuit de transport et aussi dans le circuit de valorisation artisanale. Donc, nous sommes en train justement de mettre avec l'AND, qui est une agence nationale de l'environnement, qui est une institution de notre ministère. Donc, comment, déjà, il y a on peut dire autour de 30% de ce collectif se sont insérés dans au niveau du ministère de l'Environnement. Nous نعرفوهم بالاسم واللقب. تبقى نسبة معينة الآخرة. Comme nous sommes en train justement de mettre avec les communes, les collectivités locales, de telle manière ننسيريهم هم عندهم الخوف الوحيد هو السيلي تاكس. Nous sommes قلنا لهم باللي نحن ماشنا رايحين لي تاكس. لي تاكس الدرني سوسي تاعنا لو سوسي تاعنا بريمورديال سي كومون انتيغري هذا l'arsenal de collecteurs, de transporteurs et de valorisateurs باش يدخلوا معنا في la stratégie du ministère. Concernant le start-up, effectivement, je pense que même حتى الفكرة تاع start-up c'est nouvelle لينا حنايا. الوزارة نتاعنا elle a mis tout un dispositif d'écoute et d'accompagnement pour les start-up, mais il faut que les start-up puissent ramener des projets qui peuvent être réalisables. Donc cette équipe au niveau du ministère, elle est justement mise en place pour les écouter et pour justement les accompagner sur le terrain. Je pense, بالنسبة للشباب نظن au niveau de l'enseigne, هنايا l'enseigne et le CNAC, etc. هذوما يمدوا أغلبية les projets تاعهم c'est dans le cadre de la collecte. Donc, c'est pour l'achat de bains tasseuses, etc. Nous, ce qu'on a besoin, c'est comment justement mettre des entreprises, des petites entreprises, même pour mettre en place des unités de valorisation, mais qui soient réglementaires. نعطوا لهم des aides financières. En fin de compte, en termes de la réglementation, ils ne sont pas réglementés, mais ils ont l'autorisation d'exploitation, etc. Nous sommes là justement au niveau du ministère, au niveau de la direction, pour leur délivrer les actes nécessaires pour qu'ils puissent travailler dans la transparence et en même temps donner une valeur ajoutée à l'économie nationale et l'économie de Sétif. هذا بالنسبة للنقاط qui a été évoquée par M. Amin Ben Awad. Concernant Madame Esther Qattaf Lila, nous sommes les bureaux de Taïm مفتوحين. هذه مديرية ولاية عنابة مديرية البيئة لولاية عنابة. Effectivement, هذا le projet عنده 2 ans, plus de 2 ans, je crois aussi autour de 2 ans. Donc, en collaboration avec d'autres, ils ont mis un dispositif d'accompagnement de la femme rurale et justement en termes aux aides aussi. Ouais. Donc, on est là justement si on peut dupliquer ou bien améliorer davantage cette initiative qui a été réalisée au niveau de Annaba. Donc, on est là pour accompagner l'université et de voir quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour atteindre les objectifs qui seront mis en place conjointement. Merci beaucoup. Merci d'avance أستاذ. شكرا. بارك الله فيك سيد شوي فاتح. هناك سؤال آخر لدكتورة جيلاني فيما يخص تسيير النفايات pharmaceutique au niveau national. L'opération, elle est à quel niveau si on prend en considération l'ensemble de l'Algérie? Peut-être, je veux savoir s'il y a un décalage entre les wilayas. On est où par rapport à ça? Parce que je sais, d'après votre intervention, vous avez dit qu'il y avait une réglementation qui gère au niveau national, côté pratique. Oui, côté pratique, au niveau de Sétif, par exemple, je pars par Sétif. Sétif, nous avons 2 incinérateurs qui sont agréés par le ministère de l'Environnement et par le ministère de la Santé. Donc, en termes de valorisation, d'élimination en bon et due forme, déjà, elle existe. Donc, nous, les 2 entreprises qui sont créées au niveau de Bazar et Louelja sont dotés d'un acte administratif réglementaire et en même temps, ils sont détenteurs d'un acte aussi de collecteur réglementé. Donc, il peut collecter les déchets de soie
ou bien des médicaments périmés, il peut les incinérer dans les établissements. On est là pour les surveiller, les contrôler. Et donc, la relation entre le ministère et le ministère de la Santé, elle est étroite. Donc, nous sommes en train, justement, pas en train, nous travaillons ensemble dans cette optique. Récemment, et justement dans le cadre de Covid-19, le ministère de l'Environnement, elle a engagé une opération de solidarité où les opérateurs, se sont intégrés dans l'opération d'élimination, c'est-à-dire sans prix, c'est-à-dire c'est pour solidarité au pays. Donc, c'est des actions qu'on le fait au fur et à mesure que le besoin est ressenti. Mais au niveau de notre ministère, donc le dispositif en termes de réglementation, en termes d'entreprise de prise en charge, il existe sur le terrain. Donc, les pharmaciens, vous savez très bien que les pharmaciens ont un syndicat qui prennent les déchets, enfin tout ce qui est produits pharmaceutiques périmés. Effectivement, il y a peut-être un point qui a été évoqué par Madame Gellouli, je la remercie toujours, c'est que on doit voir comment valoriser les différentes gammes de déchets au niveau des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire le carton, le papier, les produits, le verre, etc. Donc, effectivement, ça peut-être mazal, actuellement, c'est l'incinération, c'est l'ultime opération qu'on le fait pour l'élimination et en même temps pour faire stopper aux impacts qui peut justement générer à partir de ces déchets-là. Shukran. Docteur Djilani, une autre question, si c'est possible d'éclairer un petit peu la technique du single use. Single use, ouais. Voilà. Merci. Alors, merci à Monsieur Benawek, Amin, pour la question sur le single use, parce que en fait, ça me permettra un peu de montrer ce qu'est la technologie single use. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Écran partagé, c'est là. Ah, il y en a tellement. Bon, là, je n'arrive pas à partager mon écran. Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? Oui, ça a marché. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une technologie qui est en cours d'installation en Algérie. Donc aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, surtout des produits biologiques, l'industrie pharmaceutique, elle est dans l'obligation de respecter les exigences d'assurance qualité. Donc là, c'est une réglementation. Il y a un décret en Algérie, par exemple, il y a un décret qui nous oblige à respecter ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, qui rejoint aussi l'ISO. Donc, il y a une bonne partie des normes ISO qui sont applicables et une autre bonne partie qui reste bonne pratique de fabrication pharmaceutique. Et là, comme je l'ai dit, c'est une obligation. Ce n'est pas comme l'ISO 26000 ou la responsabilité sociétale qui reste au choix du fabricant. Pour ce qui est des bonnes pratiques de fabrication, tout fabricant est obligé de, par exemple, éliminer tout ce qui est relatif au lot précédent, c'est-à-dire pour éviter les contaminations entre les différents produits. Et pour ce qui est des produits qui coûtent cher et qui ont un procédé de fabrication qui est relativement compliqué, comme les produits biologiques ou les vaccins, par exemple, là, aujourd'hui, on va vers vous voyez, par exemple, là, c'est une cuve de préparation. Vous voyez, à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un sachet et c'est là où on fabrique notre lot. Est-ce que vous voyez le produit là qui est en rose? Ça, c'est un bioréacteur qui sert à la fabrication d'un vaccin ou d'un produit biologique, quel que soit. Et donc, au lieu d'aller nettoyer à chaque fois, et ça prendra des heures et des heures, des fois le temps de nettoyage est supérieur au temps de fabrication. Donc, pour optimiser d'un côté l'efficience et de l'autre côté réduire les contaminations, donc assurer la qualité des produits, on va vers ces sachets, comme on dit, sachets en plastique dans des cuves que l'on va jeter par la suite.
C'est-à-dire, chaque lot a son propre, et ce n'est pas un seul sachet, hein, il peut y avoir plusieurs étapes, et donc à chaque étape, on utilise une cuve ou un sac en plastique qui est jetable. Donc, c'est une fabrication industrielle, proprement dite, mais ça se fait sur des sacs jetables. Voilà, donc ça va augmenter le nombre de produits à incinérer, parce qu'il y a non seulement plusieurs, par exemple, un lot, des fois, c'est 4 à 5 gros sacs, plus des tubulures qui sont. Donc, vous pouvez vous retrouver avec 50 kilos de plastique à incinérer avec chaque lot. Et il faut dire que sur l'année, c'est 400-500 lots. Hein. Donc, voilà, si cette technologie a été adoptée dans les pays développés, c'est parce qu'il y a derrière beaucoup de recyclage qui se fait, il y a une maîtrise, en quelque sorte. Parce que ce n'est pas seulement l'élimination, c'est aussi le recyclage. Après, même si vous incinérez, donc vous éliminez selon la réglementation ce produit-là, mais après, si cette énergie de recyclage, d'incinération n'est pas valorisée, donc là, on est dans l'atteinte à l'environnement. Après, pour la deuxième question, par rapport à décalage, voilà, l'élimination des déchets au niveau des établissements pharmaceutiques. Donc, comme l'a dit monsieur le directeur de l'environnement, c'est vrai qu'il y a un dispositif, il y a un arrêté qui précise bien comment traiter ces déchets d'activité de soins, parce qu'il faut savoir que ces déchets, quand ils sont générés au niveau des établissements de santé, ou des établissements classés, là, ils sont gérés par ce dispositif-là. Moi, ce qui m'inquiétait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai soulevé dans mon intervention, c'est ce qui sort de ce cadre-là. Parce qu'au niveau de l'industrie, ou au niveau de l'officine, ou au niveau des établissements de santé, ces médicaments périmés ou ces déchets pharmaceutiques sont incinérés. C'est-à-dire que, par exemple, une industrie pharmaceutique, elle n'a son agrément que si elle a, vous savez, avant qu'elle ne démarre, et il y a le comité du ministère de la Santé qui devient aujourd'hui le comité du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui va valider et c'est-à-dire inspecter tous les éléments nécessaires pour donner l'autorisation de démarrer. Ça, c'est après avoir terminé, hein, pas l'autorisation d'installation ou d'exploitation. C'est après avoir établi ces lots de validation et tout, là, on leur donne une autorisation. Et donc là, parmi les critères qui sont vérifiés, c'est le contrat de sous-traitance avec les organismes qui sont responsables de l'élimination des déchets. Donc, comme je l'ai dit, c'est une activité qui est tout le temps externalisée. Ça ne sert à rien d'avoir un incinérateur au niveau d'un établissement de fabrication pharmaceutique. Hein. Donc, on va dire que qu'il n'y a pas une grande différence, il n'y a pas un décalage entre la réglementation et la pratique, parce qu'on est dans l'obligation d'avoir des contrats d'incinération avec les sociétés. Ça fait partie de la fabrication de routine. Et comme c'est une fabrication qui est tracée à travers les dossiers de l'eau, c'est-à-dire que le respect de l'assurance qualité qui va aussi traiter le système documentaire. Et donc, parmi ce système documentaire, c'est les contrats en sous-traitance. Là, on peut dire que c'est bien suivi hein, au niveau de la fabrication. Au niveau des officines, c'est comme il vient de soulever aussi, il y a aussi des conventions avec un organisme d'incinération. Et au niveau des hôpitaux, c'est l'arrêté qui gère qui régit plutôt les déchets d'activité de soins. Voilà. Très bien, vous avez terminé. 2 questions, c'est tout. Oui, 2 questions. Voilà, je vous remercie. Ouais. Très bien, parfait. Merci pour ces réponses. Il y a une autre question pour professeur Yamna Jellouli. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Donc, oui. Il y a une autre question pour vous, professeur. Donc, si on prend en considération la situation actuelle, c'est-à-dire en absence parfois de filières de prise en charge des déchets, c'est-à-dire même si on démarre l'activité de tri au niveau des quartiers, par exemple, au niveau d'autres institutions, donc comment on va faire pour… je sais bien qu'il faut avoir d'abord
des filières qui prennent en charge ces déchets pour lancer par la suite le tri des déchets. Sinon, si on arrive à faire le tri, etc., il n'y a pas de preneur, comment on va faire? Donc, le lancement, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on déjà fait démarrer des filières dans le domaine ou on commence le tri? C'est-à-dire par où commencer? D'accord. Parce que, je termine là, parce que moi, personnellement, au niveau du quartier, on a lancé une expérience, c'était pour le tri du plastique. J'ai mis en place des cages métalliques pour récupérer tout ça. On a eu de la difficulté pour trouver un récupérateur et la plupart du temps, ils sont dans l'informel. Donc, et là, c'est juste pour le plastique. Mais si je pense à d'autres produits, d'autres déchets, donc comment on va faire pour faire face à tout ça? Donc, même s'il y a des initiatives, ce n'est pas suffisant. Oui. Alors, moi, j'allais demander la parole parce que j'ai un rendez-vous et je suis obligée de partir et de vous quitter. Mais je vais avoir l'occasion de répondre. Alors, en fonction de mon expérience, tout d'abord, je voulais dire à M. Chaoui que c'est très bien que le ministère, enfin le service de l'environnement, la direction de l'environnement, et vraiment, on a compris qu'elle a la porte ouverte pour l'ensemble des chercheurs. Et pour vous, chercheurs, je crois qu'il faut tenir bon avec lui. Mais M. Chaoui, tout seul, ne pourra jamais. M. Chaoui, il faut qu'il ait la main dans la main, le Wali et le président de l'APC. Et par la même occasion, je vais répondre à ta question, Mounir. Parce que la question des déchets, elle est transversale. La politique, on l'a vu à travers toutes les discussions que nous avons eues, la politique des déchets, eh bien, il faut la prendre d'amont en aval et d'aval en amont. Sachant que Amin Benaweg, je crois, tout à l'heure avait émis l'idée de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est inévitable. Nous sommes obligés d'aller vers l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'argent à récupérer par l'intermédiaire de l'économie circulaire. Parce que l'économie linéaire, c'est terminé. On ne peut plus continuer à travailler avec l'économie linéaire, c'est-à-dire du berceau au tombeau, comme on dit. Hein. L'expression, c'est-à-dire on produit le déchet et puis on va l'incinérer ou on va le mettre dans une décharge ou dans un CET. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en considération l'économie circulaire. Parce que tout au long de l'économie circulaire, on va récupérer un certain nombre de déchets qui peuvent être valorisés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je disais que monsieur Chaoui, lui, il est vraiment droit dans ses bottes, comme on dit, et il sait ce qu'il veut, et il fait confiance à l'université, vous devez en profiter. Mais il ne pourra jamais tout seul. Ça, c'est sûr et certain. S'il n'a pas le Wali dans ses mains, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse. Lorsqu'il y a eu le Wali, le frère du président Chedli, ala kulli hal, Khalifa, président de l'APC. Voilà. Quand il y a eu ce monsieur-là, eh bien, il a voulu faire le parc de Sétif et jamais le parc de Sétif n'aurait existé sans lui. Et donc, c'est une volonté contre vents et marées. Il a dit, moi, je fais le parc ici. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait peut-être faire aujourd'hui. Et si vous avez un bon maire, c'est pour ça qu'il faut aller voter pour le maire qui va vous dire, moi, je gère les déchets. Parce que les déchets, c'est géré d'abord par le maire. C'est lui qui a, ici en France, on vous dit, les maires en général, ils vous disent, moi, le premier casse-tête que j'ai, lorsque je suis élu maire, c'est les déchets. Donc, ça veut dire que si vous gérez bien vos déchets, tout le reste suivra. Donc, voilà. Pour répondre peut-être pour te répondre, Mounir, je crois que c'est extrêmement important de travailler avec l'informel pour le moment. Parce que s'il n'y a pas de formel, il faut bien l'informel. Les expériences au niveau de l'Amérique du Sud, par exemple, montrent que tous les informels qui ont existé dans la gestion des déchets, qui faisaient
le recyclage, etc. Et peut-être un petit bout du traitement. Et ils se sont organisés avec des associations, etc. Par exemple, au Pérou, au Brésil, etc. Tous ont eu, à un moment donné, une telle force qu'ils ont réussi à se faire recruter par la suite par la mairie, le ministère de l'Environnement, etc. Et donc, pourquoi pas l'informel? Pourquoi pas ce qu'on appelle les PPP, le partenariat public-privé? On ne peut plus compter que sur l'État. On compte aussi sur les jeunes entreprises, les start-up, on les appelle comme on veut, mais les privés. Bien que les privés, parfois, malheureusement, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a beaucoup de précarisation. Donc, une précarisation des jeunes qui viennent avec les brouettes, avec un tas de choses pour récupérer votre plastique au niveau de votre quartier. Donc, c'est sûr, et quand on récupère ce plastique au niveau de votre quartier, c'est déjà très bien. Parce que finalement, ce petit jeune qui vient ou l'association qui vient récupérer les déchets plastiques au niveau de votre quartier, eh ben, c'est toujours un gisement qui n'est pas perdu. Parce que sinon, de toute façon, on serait obligé de mettre le plastique dans la poubelle de tous les jours. Et c'est une perte. Donc, ça veut dire qu'il peut être valorisé, traité, etc., revenir en petites billes qui seront utilisées par d'autres entreprises pour faire des outils en plastique divers et variés. Et donc, voici ce que je voulais dire ici, c'est d'une part, vraiment compter et booster et bousculer les pouvoirs publics. C'est comme ça qu'on peut réussir. Bousculer les pouvoirs publics, c'est-à-dire les différentes représentations au niveau local, c'est-à-dire la direction de l'environnement, la direction de la santé, la direction de toutes parts, hein, de l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Parce que vous vous rendez compte, aujourd'hui, on peut réussir à avoir, au lieu d'acheter des intrants, on fait du compost. Et pourquoi pas? On a un gisement extraordinaire. Moi, tous les jours, je donne toutes mes épluchures, je les donne au voisin parce qu'il a des poules. Tous les jours, je prends le pain, le peu de pain qui me reste, parce que si le pain est très cher, donc on ne le jette pas, on le prend et on le donne, et il va le donner aux vaches de ses voisins ou j'en sais rien. Donc, vous voyez, vous arrivez à avoir 1 kilo. Au lieu d'avoir 20 kilos tous les jours, vous aurez un petit kilo. Donc, c'est une volonté. La gestion de déchets, c'est vraiment une volonté politique et une volonté personnelle. Donc, vous voyez que finalement, c'est un cheminement. Vous êtes sur le cheminement, mais il faut continuer. Et vous ne pouvez réussir qu'en ayant une formation spécialisée sur les déchets au niveau de l'université. Voilà, je conclurai comme ça. Merci. Je vous remercie, professeur. Donc, la formation, ça va se faire, Inch'Allah, bientôt, très bientôt, Inch'Allah. Donc, à mon nom et au nom de tous les participants, les organisateurs, la responsable la présidente du colloque, ils vous remercient pour votre franchise. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Si on n'arrive pas à être franc, donc on n'arrive pas à avancer. Donc, je vous laisse partir. Et puis, Assétif. Inch'Allah. Merci, voilà. Au revoir et bon courage. Merci. Bon courage, madame. J'ai été ravie de contribuer et j'ai bien fait tout l'honneur est pour nous de participer parce que ça me tient à cœur. Merci beaucoup. Vous pouvez donner mon adresse mail à tous ceux qui le souhaitent et je vous répondrai aussitôt. L'université va vous faire part et on va essayer de rester en contact, professeur. La formation, tout d'abord, dans le niveau licence orale, très bientôt. Rahmani va suivre la formation de près, n'est-ce pas? Inch'Allah, mais sachez que l'Université du Mans a… Merci d'être parmi nous. Vous allez nous quitter. Madame Leïla. Oui. Je voulais juste vous rappeler… Inch'Allah, on vous verra bientôt. Excusez-moi, je voulais juste vous rappeler que l'université, quand je suis venue il y a 1 année à peu près, j'ai pu voir le recteur, M. Benaïch, je crois maintenant, et d'ailleurs je connais tous les recteurs précédents, et ils m'ont toujours ouvert la porte, et j'ai
j'ai pu les accords. signer la convention entre l'Université du Mans et l'Université de Sétif. Donc, vous êtes les bienvenus. Shukran. Merci. Barakallahu fik. Merci beaucoup, professeur. Et à très bientôt, Inch'Allah. Benaish parmi nous problème familial. Il a sa maman qui est gravement malade, donc Rabbi Shafiha. C'est pour ça qu'il n'est pas parmi nous, mais il suit notre colloque de près, très près. Il nous a soutenus pendant les préparations. Il est d'accord pour toute formation. Donc, le premier à vous visiter parmi nous. إذا أعطي الكلمة للأستاذ دكتور عبد الحق العيفا، عنده سؤالين تفضل أستاذ. إذا شكرا منير، نشكر جميع المشاركين معنا. السؤال الأول هو متعلق بالدكتورة كاتيا بوروبا، للسيد شاوي مدير البيئة. تقول ما دور الدولة في تشجيع الشركات الناشئة في عملية تثمين النفايات، وهل هناك آلية خاصة بالتمويل؟ بالنسبة للسؤال تاعي، كاين بعض يعني الناس اللي تمارس تربية الدواجن عندها مشكل كبير في النفايات اللي تخلفها الدجاج إلى آخره. هل يعني عندكم تطلعات أنه تدخلوا في هذا المجال؟ وشكرا. في منير. تفضل سيد شاوي. شكرا. دونك لي دو كيستيون شاوي. وبالنسبه للسؤال الاول حول دور الدوله لمساعده المؤسسات الناشئه، نحن تكلمنا قبل سواء في التدخل تاعي او في النقاش ان الوزاره وضعت كل الاليات باش تتابع. دونك تبقى لا بال لي او نيفو دي جون، دونك لي جون بورتور دو بروجي. دونك يفو كو نحنا واش نقولوا، يفو كو لي جون بركا قبل ما يجيبوا اي حاجه، باسكو حنا يجونا ساعات شباب يجيبوا لنا دي بروجي، يجيبوا دي زيتود دامباكت هكذا، ولكن اون فان كونت ما عندهمش درايه كامله بالبروجي تاعهم، وكان شغل عندهم فلسفه باللي يا دي زاد دو ليتا يا لا ان دي هكذا، وبالتالي يروحوا نيمبورت كان مكتب دراسات يعطوا له فكره وهو ما عملوش بها فكره. نحن نحوسوا على لي ستارت اب الحقيقيين. faut que les entrepreneurs ولا les jeunes porteurs de projets réels، c'est-à-dire عن بالهم باللي حابين يخدموا الميدان، باسكو نشاطات الميادين متنوعه كثيره على مستوى الوطن، وبالتالي ceux qui entrent dans le cadre du secteur de l'environnement ou dans le secteur de start-up environnemental لابد يكونوا يعيوا باللي البروجي تاعهم والتكوين نتاعو كيف ما الاهداف تاعهم وش هو المشاكل اللي ممكن تطرح. لازم تكون عنده درايه كامله على المشروع باش كومسا كيجي عند مديريه البيئه دون الرجوع الى الوصايه، باسكو دوكا ابورتير عندنا مده ولينا حتى لي ستارت اب اون بو لي ريسيفوار او نيفو دي ديريكسيون دو لونفيرونمون بور جوستومون باش نثريو البروجي تاعهم بوكو البروجي يكون سوا ريال. اي دوكا نحنا المديريه اللي لا جوستومون بور ريسيفوار هذوما لي بروجي اون فا لي اكومباني سور التيران. تبقى بعديك اون تيرم باسكو ما الاشكاليه المطروحه جينيرالمون بور لي ستارت اب سي ان بو لو فونسي. نحنا ان طونك مديريه البيئه اون ني با غارون دو فونسي، اون اي لا اون اي ممبر دون اون كوميسيون دو ولايه pour l'octroi de terrain pour l'investissement. On met notre rapport, on statue sur le projet, c'est-à-dire on met un avis favorable dans le projet parce qu'il trouve le domaine terrain, il va enrichir le secteur. Mais تبقى بعدك le terrain comment كيفاش يدي ولا ما يديش هذيك حاجه اخرى. من هنا نهضروا على الفكره في حد ذاتها، والتيران هذا
le start-up ما يبقاش يستنى غير في الدولة. Il y a le privé, il y a le PP qui m'a هضرت madame قالتها مع une entreprise publique, c'est-à-dire pour que le projet تاعو puisse être accompagné par un privé. ونحن en tant qu'État on est là باش نعاودوا نساعدوهم. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي نفايات الدجاج. effectivement نحن على مستوى العلم عندنا مؤسسة اللي هي كي فالوريز نوع من نفايات الدجاج كما نقولوا حنا لي بات اكسيتيرا. مي تبقى عندنا إشكالية على مستوى الولاية وماشي خلع على مستوى الولاية. هذه إشكالية تقدر تقول وطنية. أننا هذوم لي ديشي enfin tout ce qui est plumes etc. ils sont valorisables dans d'autres pays. Malheureusement on lance un appel à partir de ce colloque que nous avons un potentiel كبير تاع تربية الدواجن وبالتالي هناك il y a une génération de déchets énorme. Et dans ce cas نحن نحوسوا على justement des opérateurs des startups اللي يدخلوا في الدومين هذايا pour justement nous accompagner وينقصونا من les impacts les déchets. نحن نشوفوا même حتى دوكا ولو في الطريق يطيشوا في لا ديشارج يطيشوا un peu partout. ولكن علاه باسكو اول حاجه يتهربوا من الريغلومونطاسيون سيتادير يخدموا انوار. ثاني حاجه باسكو يا با دي انفستيسور دون سو دومين. هذه نحن عندنا اشكاليه على مستوى ستيف بما ان ستيف وسي تعتبر من بين الولايات يعني المنتجه للحوم البيضاء. دونك ايفيكتيفمون اكطوالمون à un certain moment كنا ندوهم نعطوا لهم دي اوتوريزاسيون يروحوا لي سي او تي لي ديشارج كونترولي. من بعد حبسنا لهم باسكو قلنا لهم يفو لازم فو ريوني لي بوتونسياليتي تاعكم وفو كري ان انسينيراتور كبير pour اللي يصلح لكم انتم. هذه سي اون بروبوزيسيون تاعنا. مي بوف كريي دوطر ايتابليسمون كلاسي pour valoriser ces déchets ودونك ترجع لهم هم بالفائده قبل ما يعني بلا ما يطيشوها ومام طون نحميو البيئه والانفيرونمون دي مانيير جينيرال. دونك سي ان ابيل نحن سي بروبليماتيك يعني كما نقولوا كبيره على مستوى ستيف. الجامعه وسي اللي كما سي ان ابيل لهم باش يلقاو لنا حلول. باسكو الجامعه ماهوش قال مثلا لازم قال بون سي فري هما عندهم لاسبي اكاديميك مي حنا نحوسوا على حلول ميدانيه بوكو بعد يقدروا يتبناها مؤسسه بريفي ولا تتبناها مؤسسه عموميه وبالشراكه دون لو كادر دو بي بي. دونك سي ان ابيل هذايا ايفيكتيفمون سي ان ابيل ا تو لي اوبيراتور ا تو لي جون بورتور دو بروجي باش يروحوا dans le domaine هذا تاع la valorisation des déchets issus des viandes blanches. Merci. بارك الله فيك استاذ سيد شاوي. يعني انت رحت البيت القصيد. والله البيت القصيد هذاك هو انه الجامعه الدوره تاعها هي ايجاد الحلول اللي انتم توجهوها في الميدان في الواقع. وهذه هي من خلال ايجاد الحلول لازم يكون هناك طرف ثالث اللي هو المؤسسات التي تاخذ على عاتقها انجاز هذه المشاريع. وهكذا اللي تمشي العجله ونمشي قدما ان شاء الله. على كل حال انا ساحاول ان اجيب على سؤال تاع بن عوق امين ثم تبقى السؤالين الاخيرين وبعدها نختتم ان شاء الله هذه الجلسه. لا دائما احنا مادام كان معنا مسيو شاوي دونك اون فا بروفيتي دو لوكازيون باسكو كاين اساتذه بزاف راهم يطرحوا في اسئله. دونك سا فا تخ لي دو ديرنيير كيسيون ان شاء الله pour vous. La première question ça parle des sacs OXO. Pourquoi pas encourager la production des sacs OXO et leur utilisation. Anna personne, moi je connais pas les sacs OXO. La deuxième question concerne pour les entreprises qui sont actives dans le domaine de la récupération des déchets, etc. Elles rencontrent un problème qui est présent toujours concernant les agréments d'exploitation, parce que parfois on leur demande de s'orienter vers le ministère de l'Environnement pour les avoir, alors que c'est plus simple de décentraliser cette action au niveau des directions de la wilaya pour simplifier la chose, pour éviter les déplacements et les allers-retours. Donc, si vous voulez répondre directement, sinon... Oui, concernant l'agrément, effectivement, il a raison. On a bien l'aقتراحات تاعنا في la décentralisation de certains documents
un acte administratif. On a demandé au ministère, suite à l'enrichissement justement des agréments, pour que les agréments concernant la collecte soient au niveau local. Maintenant, au niveau du ministère, donc ils sont en train justement d'étudier la possibilité. Si donc ça sera une aubaine et ça facilite là justement l'agrément à l'ensemble des jeunes les habits la collecte. Concernant le sac OXO qui m'intéresse, je ne sais pas la nature du sac, donc je ne peux pas y mettre un avis sur une chose que ما عنديش المعلومة. شكرا. بارك الله فيك، شكرا. إذا بدوري سأجيب على أسئلة الأستاذ بن عواق فيما يخص الفوائد التي أستخلصها من التجربة الصينية بشكل مختصر. ما نطولش وما نعاودش، مش راح نعاود العرض تاعي. الصين من خلال الدراسة هذه لفتت انتباه الخبراء في هذا الميدان. لماذا؟ لأنها واجهت un tas de problèmes dans le domaine de l'environnement. Dans différents domaines, hein, donc les pluies acides, désertification, comme je l'ai cité, la pollution de l'air dans les zones urbaines. Malgré ça, ça ne l'a pas empêché d'avoir une vision en s'appuyant sur des expériences d'autres pays. Par exemple, l'Allemagne, le Japon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses, ils ont envoyé des chercheurs pour analyser l'expérience de ces pays. Ils ont ramené cette expérience, mais ils l'ont adaptée au contexte chinois. Parce que ça ne marche pas. Par exemple, on ne peut pas faire le copier-coller, ça ne marchera pas du tout. Donc, il faut prendre en considération le contexte du pays. La deuxième des choses, c'est un État fort. Ce qui a permis la Chine de réussir cette traversée, c'est qu'ils ont un État fort, au propre mot du terme. Donc, la troisième des choses, c'est une chose très importante, ils ont su actualiser et adapter toutes les réglementations. Je vous dis une chose, en Chine, ils ont commencé, les premières réglementations dans le domaine de l'environnement, ils ont été à partir des années 50. Donc, en 56, il y a eu la première réglementation environnementale. Ça n'a pas empêché la Chine d'actualiser ces réglementations. Ils ont lancé ce transit vers l'économie circulaire en 2000. Aujourd'hui, ils sont en avance par rapport à d'autres pays qui sont dans l'économie circulaire depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'appui des autorités centrales et sans lequel ça ne pourra pas marcher. Le quatrième point qui est très important aussi, ils ont compris que ça ne marche pas, alors que la Chine, c'est un pays centralisé. Central, c'est la planification centrale, tout est centralisé. Pour l'activité, donc pour le transit vers l'économie circulaire, ils ont compris qu'il fallait aller vers la décentralisation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont décentralisé tout ce qui est décision. Une chose aussi très importante, ils ont créé des centres qui regroupent chercheurs scientifiques de toutes disciplines avec des décideurs locaux. Donc, les centres, ils permettent de regrouper, et non seulement, par exemple, en Algérie, la direction de l'environnement, la PC, la direction de l'industrie, du commerce, etc., avec les chercheurs pour trouver des solutions réelles, pour établir des programmes, des plans d'action réels pour passer directement à l'essentiel. Et c'est ça ce qui a permis à la Chine d'avancer très rapidement dans ces actions. العوائق التي السؤال الثاني هو العوائق التي تعيق تطور الاقتصاد الجزائري اقتصاد الدائري في الجزائر. العوائق هي اول شيء هي بيروقراطيه واداريه يعني محضه، يعني لازم نفهموا باللي تغلب بالاداره على كل شيء ما تقدرش تمشي وحدها الاداره، لازم لها مع الجامعه، وهذا هو الشيء اللي تمسناه مؤخرا يعني كي مضات الوزاره سواء فيما يخص الوزاره او المديريه هنا مع الجامعه. هذا ينبئ بالخير يعني هذا سي البريمير با فيغ ان شاء الله ce qui est bien ان شاء الله au futur. La deuxième des choses, c'est impliquer le chercheur. Impliquer le chercheur. Sans lequel on ne pourra pas trouver de solutions réelles sur le terrain. Il faut aussi, comme on dit, il faut donner des incitations, des signaux qui incitent les entreprises à passer au formel. Parce que dans la plupart des cas, par exemple dans l'activité de récupération des déchets, c'est de petites entreprises, mais elles restent toujours dans l'informel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'incitations. Parmi ces incitations,
c'est la défiscalisation, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas d'impôts parce qu'ils rendent non seulement un service à la société, mais aussi un service aux autres filières donc, qui vont récupérer pour faire la valorisation des déchets. Donc ça, c'est très important. La quatrième chose aussi, comme l'a signalé tout à l'heure le professeur Yamna Jellouli, c'est la formation. C'est à travers la formation qu'on pourra former des gens qui vont devenir les cadres de demain dans toutes les filières, dans toutes les disciplines, et c'est eux qui vont effectuer ce passage à l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire la réalité, il y a un grand manque. Par exemple, quand on va aux entreprises, la plupart, ils ne connaissent pas un petit peu ces activités, le fond de ce problème, l'économie circulaire, ils n'ont pas d'idée. Donc, il faut former de jeunes diplômés pour qu'ils aillent prendre les rênes au niveau des entreprises afin qu'ils peuvent donner le coup de pouce à ces entreprises pour qu'elles participent dans cette activité. De toute façon, je termine sur ça. Cette activité, aujourd'hui, elle est primordiale dans tous les pays du monde. Mais elle est l'affaire de tous. Tout le monde doit participer, à partir du petit citoyen jusqu'au grand responsable. C'est l'affaire de tous l'environnement. Ce n'est pas la direction de l'environnement, ce n'est pas le ministère de l'environnement, c'est l'affaire de tous. وكل واحد باش اللي يقدر عليه. هذه هي ونخلص المداخله هنا. نعم. Monsieur Rahmani, s'il vous plaît, avant de terminer. Docteur Djilani, oui. Oui, peut-être que je voudrais juste intervenir pour répondre à la question sur les sacs OXO. Oui, enfin, je dirais bien sûr, ça va éclaircir la question. Non, on n'a pas pu. Exactement, ce sont des sacs biodégradables et non pas recyclables. Biodégradable, oui. Biodégradable, effectivement. C'est fait à partir d'un plastique c'est un plastique très fin, et des dérivés cellulosiques et contiennent aussi des additifs. Et donc, aller vers une stratégie de sac OXO, de sac biodégradable, certes, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, on soulève surtout leurs inconvénients, en fait, parce qu'ils contiennent ces additifs. Et donc, quand ils viennent se mélanger au sac en plastique ou au plastique d'une manière générale, eh ben, ils vont réduire la qualité du plastique et ils vont un peu entraver ou c'est-à-dire rendre le recyclage du plastique difficile. Hein. C'est-à-dire que c'est ça leur inconvénient majeur aujourd'hui. Alors, pour remplacer tous les sacs qu'on utilise avec des sacs biodégradables, ça va prendre des années. Et si vous les introduisez, et ben là, il se posera la question du tri. Parce que sac OXO plus plastique, c'est bye-bye le recyclage du plastique. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Donc, je donne la parole à Sir Rahmani, si vous permettez juste un petit mot sur. Bon, on a fait شوية le sac OXO, c'est vrai, c'est bien. Mais peut-être je parle sur pourquoi ne pas revenir le قفة تاعنا. Donc, c'est un moyen d'utiliser une chose qui est durable. Absolument. Nous sommes justement le 15 mars, donc c'est la journée mondiale des droits de consommateurs. Et donc, j'ai prévu la journée de la femme, donc le 8 mars, pour distribuer quelques couffins à mesdames et mademoiselles, au blachas les mesdames qui sont. Qui montre au monsieur aussi, qu'il parte aussi. Bon, حابين نديروها le 8 mars, mais généralement c'est la femme qui fait la course, donc vous êtes toujours le barra ou le dakhel, donc chapeau à toutes les dames. شكرا سيد شاوي. أعطي الكلمة إلى دكتور عبد الحق العيفة حتى يختتم الجلسة. إذا برنامج أول نشكر جميع المشاركين باسم مدير الجامعة وباسم عميد الكلية ورئيس الملتقى واللجان التنظيمية والعلمية. نشكر كل من ساهم معنا، السيد شاوي فاتح، السيدة سلمى جيلاني، السيدة اليمنى، باقي المشاركين. إذا بدون إطالة راح نقدم نظرة
حول المداخلات اللي راح تشارك معنا غدا إن شاء الله في الجلسة الثالثة والأخيرة والمتعلقة بالمحور الإسلامي والمحور الاجتماعي. إذا عندنا مشاركة للبروفيسور إبراهيم عبادة حول الاستخلاف في الأرض من الأردن، مشاركة للدكتورة أمينة المغلاوي من جامعة الجزائر الثلاثة، والدكتور مالك بخيت عليا من معهد الإدارة العامة بالرياض في السعودية. عندنا مشاركة أيضا من الصيف مع الدكتورة نوال بومشادة وبزيان رميسة من الأردن. أيضا الأستاذة أماني مطاحن راح تقدم حول مقاصد الشريعة وعلاقتها بالحفاظ على البيئة. ومشاركة أيضا ممكن هي لأول مرة من فلسطين حول ترشيد الاستهلاك. مساهمات أخرى أيضا من جامعة الصيف مع الدكتور جابر دهيمي من عنابة، الدكتور محمد الرقامي وإيمان بوشقير. ومن جامعة صيف 2 سنختم الجلسة الثالثة مع إدارة قضايا البيئة في الجزائر مع الدكتور محمد غزالي. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا. بارك الله فيكم جميعا. نشكر على الصبر والبقاء معنا طيلة